Voilà, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, apparemment, le rugby a pris pas mal de place dans les occupations, mais on va traiter du sujet sur la presse avec trois représentants avec des fonctions différentes. Nous avons Julien Marion de l'Indépendant, donc tout le monde connaît l'Indépendant, il n'y a pas besoin de rajouter. En ce qui concerne Nicolas Caudeville et le blog qui contre-attaque, là aussi on a l'habitude de le regarder. Et puis on a Fabrice Thomas, que personnellement j'ai connu grâce à la crème catalane, mais qui a une autre activité, d'après ce qui m'a été dit, journalistique, j'entends, dont il nous parlera éventuellement, parce que celle-là, je ne la connais pas du tout. Donc, le sujet, c'est la presse écrite, et personnellement, mon premier métier ayant été le journalisme, je me souviens que déjà à l'époque lointaine, on se posait à juste titre la question qui était que va pouvoir faire la presse écrite pour continuer à exister face à la télévision qui prenait de plus en plus d'importance et face à la radio, et à l'époque il n'y avait pas Internet qui depuis existe et a pris toute son ampleur. Donc depuis on a vu que certains journaux avaient disparu. Donc quelle est la recette pour trouver sa place au sein de l'ensemble des médias? C'est une question qui va être posée. Et Nicolas m'a posé à juste titre la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ça intéresse les maçons, ce que va devenir la presse demain, ce qui était une question tout à fait légitime, à laquelle on va essayer de répondre, réponse qui est valable également pour les autres conférences qui sont prévues dans les mois prochains, et qui est d'une part que la maçonnerie n'est pas un milieu fermé qui ne s'intéresse qu'à son nombril, mais qui au contraire s'intéresse à tout ce qui est notre société et notre devenir. Et d'autre part, le problème de l'écrit, puisque c'est surtout sur la presse écrite qu'on va se centrer, c'est de traduire des idées. Il y avait des journaux d'opinion, ils ont disparu. Et donc, ce qui reste ont effectivement comme idée qu'ils doivent représenter quelque chose qui soit la réalité, avec la possibilité d'exprimer après recherche tout ce qui leur paraît tout à fait objectif et le transmettre à ceux qui cherchent l'information. Alors l'information, si elle est trop brutale, eh bien on a une réaction de myope, et donc ce qu'on attend de la presse écrite, effectivement, c'est une réaction d'explication de l'ensemble des éléments qui composent le thème sur lequel se propose d'intervenir le journaliste. Et finalement, à ce niveau-là, on s'aperçoit que c'est exactement le thème des travaux maçonniques, puisqu'il ne s'agit pas de faire un copier-coller d'un certain savoir qui peut être pris sur Internet ou sur un ouvrage, mais au contraire de produire une réflexion fruit de sa tripe personnelle, de sa réflexion, et avec une partie qui est l'émotion, qui est due à tout ce qu'on vit en maçonnerie et qui, effectivement, à travers le rite, donne de l'émotion, mais aussi ce qu'on en comprend après réflexion. Et donc, on a un travail que l'on appelle un morceau d'architecture. Et donc, la question, est-ce que le journaliste doit faire un morceau d'architecture ou pas? Donc, voilà les thèmes qui sont ceux auxquels vont vouloir répondre nos trois interlocuteurs, et ensuite
toutes les questions supplémentaires que vous auriez seront les bienvenues. La parole est à vous, l'ordre c'est à vous d'en décider. Alors, l'idée, c'est de faire des parallèles entre l'activité journalistique et un peu l'activité maçonnique, pour voir que finalement, il y a beaucoup de points communs, puisque le chemin de la vérité, le chemin des faits peuvent se ressembler, et qu'on trouve très tôt une trace de journalisme, puisque dans la Genèse, il est dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe soufflait à la surface des eaux. Donc c'est un prémisse journalistique pour annoncer ce qui va se passer ensuite, à savoir la création. Dans l'enchaînement qui nous occupe de ces parallèles, on pense à la démocratie dans laquelle nous vivons, toute imparfaite qu'elle est, mais justement, il faut retailler sa pierre pour aller plus loin. Et la démocratie a deux piliers qui sont l'éducation et l'information. Donc, on pourrait dire quelque part Boz et Jachin, ainsi que dans le temple maçonnique. Et donc, pourquoi le journalisme a son importance dans notre société démocratique? Puisqu'il est un des piliers de ce qui fait qu'on peut vivre véritablement en démocratie, donc qui est l'information et qui dit éclairer le citoyen sur les enjeux de la société dans laquelle il vit. Donc, après, donc ça c'est pour le journalisme en général. Après, il y a les supports. Donc, il y a la presse écrite, connue depuis Théophraste Renaudot en France. Et puis, il avait appelé ça la Gazette, je me souviens à l'époque. Et ensuite, on a eu toute une série de nouveaux supports jusqu'à Internet. Et donc, quid, comme on dit en latin, du support papier? Est-ce que c'est le support qui donne le sérieux à l'information ou c'est justement le contenant et pas le contenu? Donc, bonne question. Donc, pour quelqu'un qui travaille dans le papier, pas parce qu'il est papier ou imprimeur, j'ai à ma droite, mais ça n'a rien de politique puisqu'il est à votre gauche, Julien Marion du journal L'Indépendant, qui est pigiste, et c'est intéressant de le signaler, pas parce qu'il faut le mépriser, parce qu'il n'est pas titulaire, mais parce que c'est une situation particulière, et dans l'information, ça détermine pas mal de choses. Nous verrons le camarade, si je puis dire, Thomas, qui, lui, a travaillé sur... Il a tenté plein de supports papier, qui, malheureusement... ont dû fermer, mais il prépare sa vengeance parce qu'il y en aura d'autres, et il est aussi sur Internet. Donc commençons par Julien Marion. Tu veux que je me présente? Oui, présente-toi, oui, vas-y. Alors voilà, moi je suis journaliste depuis 2002, donc ça commence à faire, ça va faire 13 ans. J'ai bossé que dans la presse écrite, la presse hebdomadaire, et depuis 4 ans je pige à l'Indépendant, donc j'écris pour l'Indépendant, donc je suis indépendant à l'Indépendant. Moi c'est alors certains diront une vocation, moi j'ai une passion pour le journalisme depuis très tôt, et donc c'est vraiment le métier que je voulais faire depuis tout gamin, et avec beaucoup de chance, beaucoup de hasard et énormément de persévérance, j'ai réussi à trouver ma voie. Moi, j'aime bien discuter, c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. J'aime bien discuter de mon métier avec les gens. Après, je ne pense pas être la personne la plus à même de dire quel est l'avenir de la presse écrite, et l'analyse des différents supports, pour deux bonnes raisons. Un, parce que j'y suis quotidiennement le nez dans le guidon, et je pense que j'ai pas le recul nécessaire, même si je peux avoir des analyses sur ma profession et sur son évolution. Mais je pense que c'est pas forcément les journalistes qui parlent le mieux de leur métier, qu'on a des chercheurs, ça se sait assez peu, mais dans les universités françaises, qui font énormément d'études, de travaux sur les évolutions de l'information, de la communication, de ces métiers, qui arrivent à mettre en perspective avec des analyses scientifiques
qui sont faites un peu partout dans le monde. Et je pense que c'est vrai que cette connaissance des outils n'est pas assez connue de la part de ces chercheurs. Et pour en avoir rencontré quelques-uns dans mon parcours, je pense que c'est des gens qui sont peut-être plus à même que nous que de dire de quoi va devenir la presse écrite, les médias en général. Voilà, après moi je répondrai à toutes vos questions, mais comme dans beaucoup de domaines, c'est plus du vécu intérieur et de la passion que je véhicule. Donc je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, notamment à l'occasion de la semaine de la presse. Et c'est vrai que j'ai plus quand même de vouloir donner mon ressenti, mes motivations, mon approche du métier, que d'avoir vraiment une analyse plus globale sur l'évolution de la presse. Après, j'ai mes petites idées, mais voilà. Tu distribueras gentiment à la fin les petites idées. Alors Fabrice Thomas, toi qui te tiens quiet, tel le penseur de Rodin sur ta chaise et pas sur un rocher, présente-toi déjà, parce que les gens ne te connaissent pas par cœur, et rappelle-nous la saga de tentatives d'écrit que tu as dû abandonner malheureusement, et pourquoi? Parce que c'est vachement intéressant finalement ton histoire. Je ne sais pas si elle est très intéressante, en tout cas c'est mon histoire et elle est liée à un désir, à un besoin, un désir assez forcené d'indépendance. Localement, la première publication que j'ai créée, c'est le magazine Terre Catalane, qui existe d'ailleurs toujours, hein, puisque bon, il est maintenant la propriété du groupe Midi Libre, l'Indépendant, hein, voilà, et donc créé en 93, donc ça fait un bail déjà. Voilà, et puis j'ai eu l'occasion de créer un journal satirique dans les années 90 qui s'appelait Place Arago, voilà, qui a connu quelques succès au fil de quelques numéros. Bon, voilà, et puis il y a eu une aventure. Bon, alors depuis une quinzaine d'années, je suis sur Internet. Hein, j'ai été sur Internet avec un site qui s'appelait Perpignan Tout Va Bien, et puis depuis 3 ans avec un blog qui s'appelle C'est Politique, hein, qui est plutôt effectivement axé sur l'observation et l'analyse de la situation de la scène politique locale. Et puis récemment, donc en ce début d'année, j'avais créé un nouveau magazine, un magazine qui s'appelle Crème Catalane. Donc il y a un numéro qui est sorti, j'en ai amené d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'avoir entre les mains. Bon, un numéro qui n'a pas connu l'accueil, le niveau d'accueil que j'espérais, puisque bon, on a vendu 2500 exemplaires de vente, alors que pour que ce soit viable, il fallait en diffuser 5000. Donc ce qui m'a amené à suspendre la parution avant de la reprendre sous une nouvelle forme. Mais en attendant, je lance la semaine prochaine, parce que je ne me laisse pas décourager par je lance la semaine prochaine un nouveau site internet qui s'appellera Crème Catalane, puisque je veux poursuivre l'aventure Crème Catalane, et puis revenir avec un support papier dans les prochains mois. Un support papier qui sera sans doute différent, avec les coûts de fabrication moins importants, mais en tout cas, j'ai bien l'intention de revenir avec la démarche qui est la mienne, une démarche qui veut contribuer à restaurer le pluralisme, parce que je trouve que dans le paysage, des caractéristiques les plus importantes du paysage de la presse régionale, c'est quand même le défaut de pluralisme, ça c'est une vraie question, défaut de pluralisme, donc défaut de concurrence. Et pour moi, on ne peut pas concevoir une démocratie sans une presse pluraliste. Hein. On a quand même une situation qui est un peu, qui n'est pas unique d'ailleurs à la région Languedoc-Roussillon, où on a un groupe de presse dominant. On a ça maintenant un peu partout en France. Hein. Il y a quelques décennies, il y avait cette fameuse presse d'opinion, y compris en région. Hein. Mais bon, il n'y a plus. L'air est à la concentration. Hein. Concentration dont le dernier épisode a été le rachat du groupe Midi Libre
par la Dépêche, hein, qui constitue donc un grand groupe de presse qui épouse un peu, qui épouse le cadre et les limites de la nouvelle région, hein, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Donc, alors avec une situation, donc un renforcement un peu encore de ce monopole. Alors certes, c'est dicté par des données économiques, hein, vous le savez tous, hein, c'est pas un mystère. Hein, la presse écrite, elle recule, hein, les ventes reculent, et reculent, je pourrais vous donner des chiffres, hein, elle est en fort recul, et c'est une des raisons pour lesquelles le regroupement, la constitution de groupes apparaît importante pour la survie des titres. Hein. Voilà. Alors, mais avec cette conséquence qui est, le défaut de pluralisme. Alors, je ne vais peut-être pas aller plus loin sur cette question, mais moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je veux juste dire que est-ce qu'on pourrait imaginer vivre dans un pays, je parle d'un pays où il y aurait un seul groupe de presse qui serait dominant? Non, on ne l'imagine pas. On a besoin d'une presse, bien on a au niveau national, on a une presse qui est très pluraliste, qui est très riche, qui est très diverse. Et c'est dommage qu'on n'ait pas la même chose en région. Donc, voilà résumer la situation d'ici et pas locale, puisque ça pourrait sembler péjoratif. La question c'est comment, dans ces conditions, faire son métier correctement quand finalement l'information se lumpenprolitarise, comme on dirait le bon Karl Marx, c'est-à-dire qu'il y a une précarité qui fait qu'on finit par écrire ce que on nous demande d'écrire. Alors ça n'est pas formalisé peut-être, mais il y a le bon Emmanuel Vázquez Montalbán, est regretté puisqu'il est mort en 2003, qui son premier écrit en sortant de prison, c'était Information sobre informe, information sur l'information, donc qui n'est pas traduit en français, ce me semble, et qui a été la Bible, si je puis dire, pour un marxiste, c'est assez rigolo, donc qui a été la Bible des journalistes espagnols pendant pas mal d'années, qui disait « Dis-moi qui est derrière ton journal, c'est-à-dire qui le paye, et je te dirai jusqu'où tu peux aller et quoi dire. » Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut écrire suivant qui paye. Alors en ce qui concerne par exemple l'Archipel Contre-Attaque, c'est un blog indépendant parce que c'est pas l'argent qui est versé par Overblog sur le peu de publicité qu'il y a qui me fait dire telle ou telle chose. Hein. Donc moi mon indépendance c'est mon humeur. Alors bon, c'est pas forcément très objectif. Mais au moins, c'est annoncé dans le titre, c'est-à-dire c'est un blog d'opinion, alors sous-entendu la mienne, mais c'est un blog d'opinion, donc ça existe encore. La question c'est dans quelles conditions vit Julien, parce que il a une femme à charge et un enfant, et... non, tu viens de te séparer. Donc voilà, comment tu travailles, comment tu choisis tes articles, qu'est-ce qu'on te laisse écrire, et est-ce que tu as été censuré? Alors, je vais répondre par la dernière question sur la problématique de la censure. Moi, je n'ai jamais été censuré depuis que je suis à l'Indépendant, et que ce soit dans mes choix de sujets, que ce soit dans la rédaction de mes articles. Il peut y avoir des discussions, des changements d'angle journalistique sur un sujet, mais clairement jamais j'ai été sous le coup d'une censure, chose que j'ai connue dans des précédents médias. Il bossait la semaine du Roussillon. Voilà, où c'était peut-être même parfois plus compliqué, mais globalement... pour bosser quand même depuis plus d'une dizaine d'années dans la presse, cette vision que les journalistes sont censurés et s'autocensurent, moi je n'y crois, mais alors pas du tout, parce que concrètement sur le terrain, je l'ai vu clairement. Là où je vois le plus de censure, et c'est parce qu'on parlait pas mal des journaux d'opinion,
pour moi, aujourd'hui, la censure, elle est dans le journalisme d'opinion, parce que vous prenez des journaux comme Libération, qui est pourtant vraiment un journal qui, depuis ma jeunesse, je me trouve assez proche dans le ton, dans les angles choisis, dans la philosophie globale de ce canard. Mais c'est un journal qui va très très mal parce qu'il s'est censuré concrètement sur plein de sujets depuis une vingtaine d'années, que ce soit sur la guerre du Golfe, sur le traité constitutionnel et sur d'autres sujets. Là, on le voit en ce moment sur un journal quand même d'idées, d'opinions qui met au banc des accusés les penseurs et les intellectuels français. Je pense que aujourd'hui, moi, la censure, je la vois plutôt là-dedans que dans les journaux généralistes, parce que ce qu'il faut bien croire, c'est qu'il y a peut-être une situation, un pluralisme pas forcément très fort dans le département, bien qu'il y ait quand même pas mal de médias, que ce soit Internet. Internet, vous avez deux hebdomadaires, une radio, plusieurs radios. Donc il y a de la pluralité, elle pourrait être beaucoup plus forte. Mais nous, à nos lecteurs, on ne peut pas forcément leur mentir. Forcément de trop. Non, mais on ne peut pas leur mentir. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé forcément, mais on ne peut pas leur mentir parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout se sait et où les gens ne sont pas... comprennent très bien les enjeux qui se jouent. Et justement, je pense que notre métier aujourd'hui est en crise parce que je pense que beaucoup de journalistes ont oublié l'essentiel, c'est-à-dire un principe d'honnêteté vis-à-vis de son lecteur. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment chevillé au corps. Je pense que si depuis 13 ans j'avais menti à mes lecteurs, je pense que je n'aurais pas tenu intellectuellement dans ce métier. Je pense que c'est quelque chose de très important. Tous les journalistes ont une charte de déontologie qu'ils doivent pas respecter au pied de la lettre, mais auquel quelque chose est vraiment inscrit dans le marbre, c'est le sérieux de son travail, dans la recherche de ses informations et dans l'honnêteté qu'on a vis-à-vis de ses lecteurs. Après, on est comme toute personne, on peut écrire un mauvais papier, on peut faire des erreurs, on peut choisir un thème et un angle qui, évidemment, fera croire plus ou moins qu'on veut orienter le lecteur dans un certain sens. Mais moi, pour travailler vraiment au quotidien avec vraiment une équipe, avec plusieurs équipes de journalistes, l'impression que j'ai quand même vraiment, c'est que les gens font leur travail très honnêtement et qu'on a dépassé certaines logiques qu'il y avait peut-être il y a plusieurs années, quand la presse d'opinion était vraiment en figure de proue, où on n'est pas dans la manipulation des gens. Et pour avoir eu pas mal de fois cette discussion avec Nicolas, et je le vois au quotidien dans mon travail, si vous dites que quelque chose est noir, que la personne qui vous lit est persuadée que cette chose est blanche, elle va pas changer d'avis. Pour elle, cette chose sera toujours blanche et elle ne pensera pas que ça sera noir. Aujourd'hui, il faut arrêter de croire que l'information et la manipulation est étroitement liée. Les individus sont très conscients et sont très au fait de beaucoup de choses. Contrairement à certaines idées reçues, ils ont intellectualisé beaucoup de choses et on le voit sur les réactions, sur les réseaux sociaux, sur les commentaires. Quand un lecteur n'a pas envie
de comprendre la manière dont on a abordé le sujet. Voilà, c'est pas avec un argumentaire et en mettant en relief, en perspective des éléments d'actualité qui vont le faire changer d'avis. Et c'est un très bon exemple, c'est cette photo du petit gamin sur une plage en Turquie. Certains médias, je pense, ont cru que ça allait enclencher une vague d'indignation. Alors il y en a eu évidemment, mais les personnes qui étaient concrètement et au fond d'eux opposées à ces politiques d'accueil des réfugiés, c'est pas ça qui les a fait changer d'avis. Les sondages sont de pire en pire sur cette situation. Donc il y a, je suis pas vraiment au fond de moi, je pense que cette idée que la presse manipule l'opinion en général, je n'y crois pas du tout, parce que concrètement dans mon métier, il faudra me prouver par A plus B que c'est le cas. Après, évidemment, comme toute logique, il peut y avoir des exceptions, mais je reste vraiment convaincu que les grandes théories de certains groupuscules et même de groupes politiques, comme quoi on manipule l'opinion française, je n'en suis vraiment pas du tout persuadé. Alors, donc, on a vu que d'après l'ami Julien Marion, la presse ne manipule pas ses lecteurs. Alors, question numéro 2, est-ce qu'elle les informe? Et je pose la question à Fabrice Thomas, puisqu'il est à ma gauche et qu'il est à votre droite. Ce qui est quand même intéressant, c'est puisque la presse elle est faite pour les lecteurs. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle image les lecteurs ils ont de la presse. Cette image, elle n'est pas bonne, et elle n'est pas bonne du tout. Et on a chaque année le baromètre de la confiance du CEVIPOF et de Sciences Po, qui est vraiment un outil très très intéressant, puisque donc il est annuel, et puis il existe depuis déjà un nombre d'années assez important. Alors qu'est-ce que nous dit le dernier baromètre en 2014 sur le tableau de la confiance? Il nous montre que tout en haut avait des chiffres très importants. Il y a les pompiers, il y a la police, il y a l'hôpital, et puis que tout en bas, vraiment tout en bas de ce baromètre, on a deux entités. On a deux entités qu'on trouve. Alors, au plus bas, c'est les partis politiques. La confiance dans les partis politiques, elle est de 11%. C'est dramatique quand même, dans un pays démocratique où la démocratie fonctionne sur l'adhésion des gens, on est d'accord. Et c'est dans la Constitution de la Ve République, et il est dit les partis politiques concourent à la démocratie. Donc, ils jouent un rôle essentiel. Voilà, c'est un des piliers de la démocratie. Comme le sont les médias, comme l'information. Elle est essentielle. La liberté de la presse, d'ailleurs, c'est pas pour rien que depuis qu'on parle de droits de l'homme, elle est toujours, la liberté d'expression, elle est toujours la thématique la plus importante, la thématique première. Alors, si on parle de la confiance dans les médias, là, on a seulement 23% des personnes qui leur font confiance. Donc on est vraiment dans une situation de défiance, et de défiance ultra majoritaire dans ces deux piliers de la démocratie que sont les politiques et que sont les médias. Je crois que, voilà, après chacun a son vécu, chacun a son vécu, et il est intéressant, voilà. Bon. Mais il y a cette situation de défiance qui est très préoccupante. Voilà, elle est l'élément principal de la crise de notre démocratie. Notre démocratie, elle va mal, pourquoi? Elle va mal parce qu'on n'a pas confiance en elle. Et on n'a pas confiance en elle et en ses principaux représentants. Alors bon, il faut se poser la question. Comment on fait pour améliorer cette démocratie, et comment on fait notamment pour l'améliorer, notamment dans le but d'éviter certains périls. Parce que, je veux dire, quand la démocratie s'affaiblit, si la démocratie s'affaiblit, je veux dire, voilà, quand c'est pas la démocratie, qu'est-ce qu'on a comme régime dans les pays où on n'a pas la démocratie? On a le despotisme, etc. Enfin bon. Donc, moi je crois qu'il faut se poser, il faut vraiment qu'on se pose des questions. Or,
Or, se poser les questions et se remettre en cause, et se critiquer, c'est pas le propre de la profession journalistique. C'est une profession dans laquelle on supporte mal la critique. On supporte très très mal la critique. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Je veux dire, voilà, il y a plusieurs livres qui ont été faits sur la presse, des études, etc., qui montrent que bon, on a une profession qui se remet pas facilement en question. Alors, ça, on a ça de commun avec les politiques. Hein. Regardez, aujourd'hui, les politiques, bon, ils sont contestés de toutes parts, critiqués de toutes parts. Est-ce que c'est ce qui les amène à se remettre en cause et à dire, bah, il faut peut-être modifier les règles, il faut peut-être améliorer les règles pour retrouver cette confiance qui fait défaut? Non, on a très peu de politiques qui raisonnent comme ça. Hein. Le problème, il est là. Alors bon, bien sûr, il y a les citoyens. Les citoyens, voilà, les citoyens, il faut qu'ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire parce que le problème qui se pose, c'est pas un problème de politique, c'est pas un problème de journaliste, c'est pas le problème d'une profession. C'est le problème de notre démocratie, de son fonctionnement, de sa qualité. Donc, là-dessus, on arrive à un moment où on a deux. Il y en a un qui est persuadé que si, et l'autre un peu que non, sans vouloir foutre la merde entre les deux. Encore que pour le spectacle, je suis prêt à tout. Donc... Juste, mais c'est rien contre Fabrice, hein, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je sais qu'il croit à son métier. Le fait de dire qu'on ne se remet pas en cause, alors je dis j'englobe toute la profession, je pense que c'est pas forcément juste. Aujourd'hui, on est obligé, nous, de se remettre en cause au quotidien pour la simple bonne raison, c'est que on est un secteur industriel, un secteur industriel en crise profonde, où on sait très bien tous que les chutes de la vente papier font qu'on est obligé, nous, de nous remettre en cause et de faire un journal de meilleure qualité que ce qu'on l'a fait hier. Et ça, c'est une des premières remises en cause. Je pense aussi pareil avec les responsables politiques, qui est une autre problématique, mais eux aussi se remettent beaucoup en cause. La problématique, je pense, qui à mon sens est intéressante, c'est pourquoi ces deux entités, et alors on pourrait en citer d'autres, je ne connais pas cette étude, mais je pense que les banques doivent être pas très bien placées, la justice ne doivent pas être très bien placées, mais pourquoi il y a cette crise des institutions, cette crise démocratique, et finalement, est-ce que les citoyens comprennent bien aussi tous les enjeux de la démocratie? Alors là, je dépasse le concept du journalisme et de la presse écrite, mais moi je le vois au quotidien, il n'y a jamais eu autant de gens engagés politiquement, dans les syndicats, dans les associations. Moi j'ai l'impression que le souffle démocratique est en train de retomber. On peut dire que c'est la faute des politiques, on peut dire que c'est la faute de la justice, on peut dire que c'est la faute des journalistes, mais pour moi il y a aussi une responsabilité citoyenne dans tout cela. On le voit très bien quand on fait le compte-rendu d'un conseil municipal d'une grande ville de 120 000 habitants, parce que Perpignan est quand même une grande ville. Vous avez dans l'assistante 4, 5, 6 personnes, dont la moitié sont des gens politiquement très proches de conseillers municipaux. Donc cette crise, le problème c'est que, ce que je veux dire, c'est que nous, évidemment, on se remet en cause. Évidemment que je pense que les politiques ne se remettent pas assez en cause, mais ils se remettent en cause. Et c'est aussi aux citoyens aussi de s'enlever les mains de les poches et de se dire, il faut aller mettre les mains dans le cambouis, il faut se confronter finalement à faire que la démocratie marche. Une démocratie sans les citoyens qui la font fonctionner, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, c'est ça, à mon sens, le gros problème. Et du coup, la perte de
de crédibilité du monde politique, du monde journalistique, mais aussi du milieu associatif et syndical, c'est qu'ils se retrouvent souvent seuls pour affronter les problèmes. La remise en cause est nécessaire et utile, mais aujourd'hui, si elle n'est pas, cette remise en cause, elle n'est pas collective, moi je ne suis pas persuadé que ce système démocratique arrivera à tenir sans l'engagement des citoyens. Aujourd'hui, on est vraiment dans une approche consumériste de la démocratie qui m'inquiète profondément. Et il y a plein de données qui sont donc l'engagement, la baisse des journaux. Alors les journaux d'opinion, n'en parlons pas, même s'il faut faire un distinguo entre la presse d'opinion de gauche et la presse d'opinion de droite. Aujourd'hui, la presse d'opinion de droite se porte plutôt bien. Vous avez le titre comme Le Figaro qui arrive quand même à bien limiter la casse. À part Libération qui se porte mal. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire un distinguo entre la presse de gauche et la presse de droite. Vous avez Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles n'a jamais vendu autant de canards depuis que la gauche est revenue au pouvoir. Donc je pense qu'aujourd'hui le dilemme, c'est le dilemme et les clés, c'est le citoyen qui les a. Soit il décide finalement de remettre de l'huile dans le moteur et de vouloir un peu redynamiser cette démocratie, soit il décide de lui tourner le dos et au final elle tombe. Alors, est-ce que tu dis ça parce que l'indépendant, quand il vend, c'est sur des gros faits divers et des disparitions? Alors, cette critique, on l'a beaucoup. Moi, évidemment, je vais défendre mon employeur. Tu peux défendre ton outil de travail aussi. Oui, mon employeur et mon outil de travail. En gros, un journal, c'est 60 pages, 364 jours par an, parce qu'il n'y a qu'un seul jour où le canard ne paraît pas. Les faits divers représentent 5 à 10% des articles. Et ça se retranscrit dans les unes. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, quand vous avez c'est vraiment la problématique du titre de faits divers, qui est évidemment très voyant, et donc, contrairement à un autre titre qui peut être moins visible, c'est celui qu'on retient le plus facilement. Je suis évidemment, on titre beaucoup sur les faits divers, et après je reviendrai pourquoi on titre beaucoup sur les faits divers, mais il ne faut pas non plus caricaturer tous les titres qu'il y a dans les 364 jours de l'année. À mon sens, voilà, c'est cette visibilité du titre de faits divers où il y a souvent évidemment le mot mort, le mot crime, et évidemment c'est beaucoup plus attrayant à mémoriser que le reste. Mais je voulais revenir à quelque chose d'intéressant, parce que on va reprendre un exemple local. On a eu quelqu'un qui a voulu monter un journal il y a 1 an ou 2, qui a dit, donc le journal s'appelait Les Coups du Roussillon, je crois, c'est ça. Bonne réponse. Qui a dit, finalement, c'est pas les lecteurs qui vont choisir l'information, moi je vais choisir l'information à la place des lecteurs. Il s'est dit, je vais faire un journal des trains qui arrivent à l'heure. En gros, alors je caricature évidemment sa vision. Donc en fait, il s'est dit, je vais donner au lecteur ce que j'ai envie de lui donner. Alors, sauf que dans aucun secteur économique, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est le lecteur qui choisit ce qu'il a envie d'avoir comme information, et on le voit très bien sur notre site internet. Aujourd'hui, les papiers qui marchent très bien, c'est évidemment les papiers de faits divers. Mais c'est pas parce que c'est des papiers qu'on met plus en valeur par rapport aux autres, parce que sur un site internet, vous n'avez pas du tout la même hiérarchisation d'une une, des titres de une que sur le web. Et sur le web, vous le voyez très bien, alors c'est pour notre site, et c'est évidemment pour la plupart des sites, c'est les faits divers qui intéressent le plus des gens. Nous,
on n'a pas vocation, je pense, à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'aimer. C'est aussi à nous de donner aux lecteurs ce qu'ils ont envie d'avoir comme information. Après, je ne suis pas fait diversier, c'est quelque chose que j'ai très peu fait dans ma vie, mais je sais que au journal, nos journalistes qui s'occupent des faits divers, c'est des journalistes très consciencieux qui ne sont pas du tout dans une approche Putassière. Voilà, oui. Racoleuse. Voilà, racoleuse, voilà, c'est ça. De leur titre, et même au contraire, moi je les vois au quotidien, c'est souvent les journalistes qui sont le plus consciencieux dans leur information, qui font très attention parce que on peut très vite dériver sur des choses pas forcément très crédibles journalistiquement. Donc non seulement elles font très bien leur travail, et on donne à nos lecteurs ce qu'ils ont envie de lire. Après, je me répète, et on a eu ce débat toute cette semaine à la rédaction, parce qu'on a fait beaucoup sur le mémorial de Rivesaltes, avec une quinzaine de pages en total sur toute la semaine. Il y a aussi ça dans le journal. Si on se limite au titre incitatif, des fois même sans lire le contenu du papier, qui peut, évidemment, en utilisant 6 mots, c'est beaucoup plus compliqué de donner une bonne information qu'en utilisant 1500 ou 3000 signes. Mais aussi, c'est voir l'ensemble, en fait, de ce qu'il y a dans le journal. Et je pense, alors après, j'ai peut-être pas forcément le recul nécessaire, mais moi je pense qu'on fait quand même, pas tous les jours, mais on fait quand même assez régulièrement un journal très de qualité, et où finalement on donne des choses que les lecteurs ont envie de lire, des choses que nous on pense que le lecteur trouvera un intérêt, mais je me répète, notre métier ce n'est pas de dire au lecteur ce qu'il doit aimer lire. Moi je pense qu'on est vraiment dans une société où cette approche qu'a beaucoup de journaux d'opinion sur ce sujet est complètement révolue, parce que on a une crédibilité à avoir vis-à-vis de nos lecteurs, d'indépendance et de pluralité. Alors tu as raison de dénoncer Télérama, mais je crois que Fabrice Thomas veut répliquer, car il a un autre parce qu'il a des lunettes et qu'on ne voit pas pareil avec des lunettes. C'est tout à fait ça. Quand bien même on verrait aussi. Oui, tout à fait. Non, je n'ai pas tout à fait la même grille de lecture, mais justement, je vais reprendre la balle au bon à propos du traitement de l'actualité de cette semaine dans les pages de l'Indépendant. Alors effectivement, il y a eu une dizaine de pages liées à l'inauguration du mémorial de Rivesaltes, une dizaine de pages consacrées à l'histoire de ce camp, toutes plus intéressantes les unes que les autres, très documentées, gros travail de recherche de témoins, vraiment un truc très très intéressant. Et pourtant, c'est pas ce qui m'a le plus marqué dans les éditions des derniers jours. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette une d'hier, le témoignage de la dame de 85 ans qui a été violée. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus frappé, et qui m'a fortement dérangé, qui m'a vraiment posé un gros problème. Alors, est-ce que ça, c'est pas une demande du lecteur? C'est pas non plus une demande du lecteur de faire un grand papier consacré au témoignage de cette dame. Mais c'est un choix rédactionnel, hein, mais tout choix rédactionnel peut se discuter, y compris le lecteur a le droit d'avoir son avis, et là je donne un avis de lecteur. Moi, comme lecteur, j'avais pas envie de lire tout ce témoignage de cette dame qui raconte qu'on me propose, qui racontait dans le détail le calvaire qu'elle avait vécu. Le simple fait qu'on dise, puisque c'était la relation d'un procès d'assises, le simple fait qu'on dise que oui, une dame de cet âge avait subi un cauchemar, moi ça me suffisait, j'avais pas besoin des détails, et j'avais encore moins besoin qu'on mette ça en avant à la une. Alors après, bon, effectivement, je peux te rejoindre quand tu dis c'est ce que le lecteur attend. Alors oui, peut-être que le lecteur il aime ça. La meilleure preuve, c'est que je regardais ce matin sur le site internet
ce papier, sur le témoignage de cette dame, c'est le plus partagé et c'est le plus commenté. Bah, c'est clair, hein, il faut se rendre à l'évidence, hein, je veux dire, il ne faut pas ignorer voilà, ce que les gens, ce que les gens lisent, ce qui les intéresse. Hein. Mais en même temps, voilà, il y a ça, puis en même temps, il y a les choix de la rédaction, des choix qui auraient pu être différents. Moi, c'est simplement ça que je veux dire. Hein. Voilà, on fait toujours des choix. Hein. On fait toujours des choix. Bon, moi, voilà. Mais il y a eu ce débat hein, dans la rédaction, parce que, bon, évidemment, je défends mon employeur, mais que j'ai pas retrouvé dans beaucoup de rédactions. C'est vraiment un journal où on débat énormément, où du simple journaliste au cadre, il y a vraiment, tout le monde a vraiment l'occasion de donner son avis. Moi, à titre personnel, évidemment, c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire. Après, voilà, on a sur un journal de 60 pages, en comptant 5-6 papiers par page, voilà, vous avez une somme d'articles. Je pense, voilà, il faut faire des choix.